Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue dans votre journal du dimanche. On démarre tout de suite avec les titres. Ouvertes samedi dernier, les luttes Evala en Pays Kabylie se sont achevées après une semaine de compétition disputée sur plusieurs sites et dans différentes arènes. Une dernière journée marquée par 3 grandes finales dans les cantons de Tcharé, Soumdina et Lassa. Samedi dernier, Adjoasika Agbo a remporté 3 prix lors des Joutes verbales francophones édition 2026. Le comment et le pourquoi à découvrir dans un instant. Elle est l'invitée du journal du dimanche. Longtemps considérée comme un fléau au Bénin, la jacinthe d'eau est devenue une ressource précieuse dans la cité lacustre de Soava. Depuis plus de 10 ans, une ONG la transforme en biogaz et en compost. Vous allez le voir. Et 50 nouveaux architectes, urbanistes et gestionnaires urbains ont reçu leur diplôme ce vendredi à l'occasion de la cérémonie annuelle de clôture du grand jury des diplômes de l'EAMO, une étape qui marque le début de leur carrière professionnelle. Voilà pour l'essentiel. Merci de nous suivre. Ouvertes samedi dernier, les luttes Evala en Pays Kabylie se sont achevées ce samedi après une semaine de compétition disputée sur plusieurs sites et dans différentes arènes. Une dernière journée marquée par 3 grandes finales dans les cantons de Tcharé, Soumdina et Lassa. Retour sur ces compétitions avec nos équipes qui étaient déployées sur le terrain. 2026 au programme du jour, 3 phases finales dans les cantons de Tcharé, Soumdina et Lassa. Premier site, Tcharé, face à face, Wiyamde et Tcharé. Nestor Mouzou. Chant et danse des supporters pour électriser l'arène. Ils plantent ainsi le décor en attendant les confrontations. Les luttes Evala édition 2026 écrivent leur dernière page pour le canton de Tcharé, ici, sur ce terrain du centre médico-social, en présence du président du conseil, Fort Sosmina Nyazingbe. Les empoignades à la finale de Tcharé opposent Tcharé en rouge à Wiyamde en blanc. Les premiers cris de joie viennent du côté des blancs de Wiyamde, synonyme d'une bonne entame. Tcharé, qui n'est pas arrivé à la finale pour faire de la figuration, marque à son tour des points. En remontant l'histoire, les luttes en pays kabylie datent de l'époque des guerres de l'occupation de l'espace. Aujourd'hui, le contexte a changé, mais la tradition est restée. Elle se perpétue pour continuer par forger le caractère des jeunes. Elle leur inculque des valeurs de courage pour servir de bouclier à leur communauté. Les luttes Evala constituent un patrimoine culturel, une fête populaire dans le mois de juillet qui draine des foules.
Ayant bien démarré, les Evala de William-Day maintiennent leur suprématie. La victoire des Blancs est sans appel, 20 points contre 9 à Tcharet. Après la prestation des Evala, place à celle des non-initiés. Les Ahosa de William-Day entament la prestation sur les pas de leurs aînés. Déterminés comme leurs aînés, les non-initiés de William-Day mènent la vie dure à leurs congénères de Tcharet. Ils font même mieux que leurs aînés. Ils gagnent les Ahosa de Tcharet sur le score de 24 points contre 12. Allons à Soumdina. Dans l'arène, les lutteurs de Soumdina haut se sont mesurés aux lutteurs de Soumdina bas. Ikwisala. Au pied des montagnes de Soumdina, l'heure de la finale des Evala 2026 a sonné. Fils et filles du canton se retrouvent autour de cette tradition séculaire. L'arrivée du président du conseil, Fort Esozimna Nyansingé, marque le début de cette ultime confrontation. D'un côté, les Evala de Soumdina haut en rouge. De l'autre, ceux de Soumdina bas en blanc. Dès les premières empoignades, les rouges appuient sur l'accélérateur. Mais les blancs réagissent rapidement et prennent de l'avance. Les terrassements se succèdent dans les deux camps, dans une confrontation où force, technique et endurance font toute la différence. Au terme d'un duel intense, la persévérance des lutteurs de Soumdina bas est récompensée. Ils s'imposent face à Soumdina haut sur un score de 22 points contre 20. Les Ahosa de Soumdina bas s'alignent sur la bonne prestation de leurs ennemis. Plus inspirés et plus efficaces dans leur empoignade, ils dominent leurs adversaires de Soumdina haut. Score 19 points contre 10. Cette ultime journée referme les Evala 2026 dans le canton de Soumdina. Au-delà des performances sportives, ces luttes perpétuent un héritage culturel fondé sur le courage, la solidarité et la cohésion sociale. Des valeurs qui continuent de rassembler les communautés, génération après génération.
Lassa, l'effervescence est à son comble. Les Evala de Lassa Haut luttent contre les Evala de Lassa Bas. Au premier rang du public, le président du conseil, Fort Esozina Nyasingbe. Nul n'a voulu se faire compter la finale de Lassa. Le nouveau terrain de Tifeouda était noir de monde. Au devant de ce public, le président du conseil, Fort Esozina Nyasingbe. Pour cette finale, en blanc, les lutteurs de Lassa Haut. En rouge, les lutteurs de Lassa Bas. Au cours de cette confrontation, l'objectif de chaque évalou, terrasser son adversaire durant ce rite initiatique. Certains s'observent, chacun cherche à influencer son adversaire, d'autres passent directement à l'action. Dans un camp comme dans l'autre, chacun fait preuve d'agilité et fait appel à ses réflexes pour remporter la victoire au bout du compte. Du flanc de la montagne à la tribune, le public présent est en symbiose avec les lutteurs, partageant chaque moment, chaque instant de lutte. À la fin de cette finale, Lassa Bas sort vainqueur avec 19 points contre 17. Chez les Haosa, la tendance reste inchangée. Ceux de Lassa Bas l'emportent 15 points contre 9. La finale de Lassa referme la boucle des luttes Evala, édition 2026. À
ces évalas, le ministère de la Sécurité était également sur le terrain pour des opérations foraines et des séances de sensibilisation. Eliagba Nyandao. Au milieu de l'ambiance festive des évalas, les stands institutionnels attirent les regards. Et comme de tradition, le ministère de la Sécurité, à travers ses différents services rattachés, marque sa présence. D'un côté, des Togolais se font établir en quelques jours leur carte d'identité. De l'autre, l'Agence nationale de protection civile NPC se donne l'impérieux devoir d'assurer pleinement dans les différentes arènes la sécurité des populations et d'intervenir rapidement en cas d'urgence. Période des évalas, moment de forte concentration de foule, l'ANPC apporte assistance à toute personne en difficulté. C'est de se rapprocher de la population, d'apporter les services du ministère de la Sécurité et de l'ensemble de la plateforme aux populations. Et donc pour ce qui est des cas d'identité, au lieu de 2 semaines, dans les différentes arènes, les cas d'identité seront établis en 48 heures. Pour ce qui est de la DSR, tout ce qui est conseil d'usage et autres, ils sont là de proximité pour pouvoir intervenir. Et donc l'objectif ici, c'est de s'assurer que les populations ont les conseils et les bonnes pratiques en matière de réduction des risques de catastrophe. Le Comité national antidrogue est également en action sur le terrain. Sur chaque site, vendeurs ambulants, spectateurs, lutteurs et bien d'autres curieux sont sensibilisés sur les dangers de l'usage ou de la consommation des substances psychoactives. Le comité interministériel de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent, CIPLEV, quant à lui, explique les bonnes attitudes à adopter pour lutter contre l'extrémisme violent. Nous sommes venus pour attirer l'attention des parents sur la consommation des substances, chez les jeunes surtout. Parce que ces derniers temps, on a constaté que dans nos milieux, c'est devenu un fléau qui consomme l'avenir de notre jeunesse. On sensibilise les parents sur les signes précoces d'alerte. On leur donne le numéro vert, le 10-14, sur lequel ils peuvent avoir des réponses à certaines questions. Le CIPLEV, aux côtés de tous les autres services du ministère de la Sécurité, c'est pour attirer l'attention de la population au niveau des arènes à être vigilant. Au moindre mouvement suspect, faire signe aux forces de l'ordre et de sécurité. L'ANSSI, Agence nationale de cybersécurité, elle aussi va au contact du public de car à l'heure où la technologie prend le contrôle du monde, un besoin urgent s'impose. Outiller les uns et les autres sur les bonnes pratiques à adopter face aux anarques en ligne et au piratage des comptes. Le message que nous leur portons est lequel? C'est d'abord d'adopter des comportements et des réflexes de cybersécurité assez simples en ayant des mots de passe forts et en n'utilisant pas le même mot de passe pour la plupart de leurs ou pour tous leurs comptes de réseaux sociaux. L'État togolais a mis en place un dispositif national pour les aider et les accompagner lorsqu'ils sont victimes donc, de cyberattaques. Nous sommes inscrits dans cette dynamique d'accompagner le ministère de la Sécurité à travers cette campagne de sensibilisation. Prudence, lucidité, pas de dépassement défectueux, le port de casque, éviter des gestes qui peuvent causer les accidents. À travers cette présence, l'État fait des évalas un espace de sensibilisation, de prévention et de services publics de proximité au profit des populations. Cette dernière finale, la clôture En toute beauté, les luttes évalas. Quelle appréciation faites-vous de cette édition 2026? Quelques Spectateurs se sont prononcés. Bon, dans l'ensemble, c'était bien. Nous nous sommes amusés. Moi, précisément, je suis contente de la nouvelle tribune. La position était bonne. La lutte dans l'ensemble, ça s'est très bien passé. Il n'y a pas eu trop de pluie, il n'y a pas eu trop de soleil. Le PC a pris tout son temps pour rester dans les luttes et voir sa population. Vraiment, on sent la cohésion sociale. L'édition 2026 des évalas se déroule très bien. Dès le démarrage, le samedi 11, et j'ai pu faire un tour dans les arènes. J'ai pu voir un certain engouement par rapport aux éditions passées. D'une manière générale, nous pouvons dire qu'il y a eu une forme d'adhésion au-delà de l'aspect festif et de la célébration de la culture. Il y a une très grande mobilisation. Aujourd'hui, Évala n'est plus une question de cérémonie traditionnelle,
mais revêt un véritable caractère culturel qui mobilise au-delà de l'ethnie kabylie toutes les couches sociales. Je crois que c'est la dernière finale de cette édition des EVALA 2026. Nous avons été très contents de la façon dont les choses sont passées. Nous nous réjouissons de l'organisation et je voudrais profiter pour féliciter tous ceux qui ont eu à travailler pour cet aboutissement très heureux. Vous, téléspectateurs, depuis vos Maisons et autres lieux, vous avez pu vivre chaque étape, chaque instant de ces luttes sur nos antennes. Tout cela grâce aux techniciens et journalistes de la télévision togolaise. Vous avez pu voir certains, d'autres non. Les coulisses de la couverture médiatique des EVALA avec Equisala. Le jour se lève à peine. Les équipes de la télévision togolaise sont mobilisées. Conférence de rédaction debout. Directive donnée, chaque équipe constituée se met en route pour les arènes. Sur le terrain, pas une minute à perdre. Journalistes, caméramans et techniciens, tous prennent position. Les regards rivés sur l'arène. Chaque geste, chaque cri de victoire, chaque émotion du public peut raconter l'histoire de la journée. Le dernier combat à peine terminé, une autre course commence. Retour à l'antenne régionale. Traitement des différents éléments ramenés. Un seul objectif, être prêt avant le journal du soir. Malgré les réveils très matinaux, les retours de terrain sont tardifs. Derrière les images regardées et les commentaires, c'est tout un collectif qui est mobilisé. Reporters, caméramans, techniciens et ceux que l'on voit rarement, les chauffeurs. Les arènes retrouvent peu à peu leur calme. Les équipes, elles, vont reprendre le chemin retour. Rendez-vous en juillet 2027, Dieu voulant. Au revoir. Nous poursuivons ce journal. Le ministre de l'Eau et de l'Assainissement a effectué une visite de terrain sur plusieurs ouvrages de pompage, de drainage et de rétention des eaux pluviales dans le Grand Lomé. Objectif, évaluer leur niveau de fonctionnement et accélérer les interventions là où cela s'avère nécessaire. Nicolas Tillard. Une tournée de terrain pour évaluer l'évolution des travaux de pompage et de drainage des eaux pluviales déployés dans plusieurs zones sensibles du Grand Lomé. Premier arrêt, la décharge et la lagune de Nyekonakwe-Boka, près de la frontière avec le Ghana. Sur ce site, les équipements sont pleinement opérationnels. Les travaux de pompage et de dragage se poursuivent afin d'accroître la capacité de rétention des eaux. Les responsables ont également procédé à la vérification des canaux d'acheminement des eaux excédentaires vers la mer. Les mesures qui ont été prises après les pluies du 28-29 mars et du 28-29 juin, sous le chapeau de l'ANPC, ANASAP, et qui sont en train d'être exécutées, nous concernent également au niveau de l'assainissement, puisque nous travaillons avec le ministère de l'Urbanisme. Donc cette tournée, c'est vraiment pour être sûr que tout fonctionne, pour qu'on soit dans une position, pour que s'il pleut encore, l'impact ne soit pas le même. Nous continuons à travailler sur les autres sites pour abaisser le niveau, de façon à ce que les dégâts soient limités, qu'on puisse se concentrer sur les quartiers maintenant où il y a des poches d'inondation dans les rues. Cela en attendant qu'il y ait des routes qui soient faites et qu'il y ait d'autres infrastructures qui viennent renforcer ce que l'État a déjà fait et qui fonctionne bien, mais qui a besoin que tout le monde fasse un effort, parce que c'est une question aussi de salubrité, les inondations. La délégation s'est ensuite rendue dans les zones marécageuses de Golfe 2, situées à proximité de China Mall et de Togo 2000, ainsi que les sites d'Aguezongo et d'Avatame, le triangle des rails près de Gbossime, les bassins de rétention de Tokwentame, de Lion, d'Agbalepedo et de Babakome ont également été visités. Il y a des zones où il y a tant d'ordures. Comme action primordiale, des actions ont été menées en termes d'enlèvement de ces ordures. La mairie ou DHGN qui a la responsabilité d'enlèvement des ordures au niveau des centres de regroupement intermédiaires va continuer l'action tout en sensibilisant la population. La pré-collecte doit être améliorée. Il y a des projets actuellement en cours pour qu'on valorise ces déchets. Couplé avec l'entretien des ouvrages, on va réduire considérablement
les inondations. Au total, une dizaine de sites ont été parcourus. Cette mission a permis au ministre d'apprécier l'état d'avancement des aménagements, de relever les éventuelles contraintes et d'envisager les mesures nécessaires pour améliorer la gestion des eaux pluviales et limiter les risques d'inondation. Depuis le 15 juillet se tiennent en Sierra Leone des réunions statutaires de la CEDEAO. Au-delà des décisions prises lors des différentes sessions, des actions concrètes sont également posées. En témoignage, l'inauguration samedi à Lungi du dépôt logistique humanitaire et militaire de la CEDEAO par le président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Edem Sissoko. Tel un rêve d'enfant devenu réalité, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, dispose désormais de son dépôt logistique et humanitaire, une infrastructure stratégique et majeure située à Lungi, en Sierra Leone. Elle constitue une plaque tournante pour la force en attente de la CEDEAO et pour les aides humanitaires. Ce complexe, inauguré par le président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, président de la Sierra Leone, Julius Maada Bio, s'étend sur 12 hectares. Cet investissement vient donc renforcer la capacité de l'espace communautaire à agir rapidement, collectivement et efficacement lorsque les circonstances l'exigent. Et le choix de la Sierra Leone n'est pas le fruit d'un hasard. Le choix de la Sierra Leone pour abriter ces infrastructures stratégiques est également important de par son positionnement important sur la côte atlantique et son expérience en matière d'appui des opérations logistiques et de maintien de la paix. La Sierra Leone demeure un emplacement stratégique où cette infrastructure peut servir toute la communauté. Les Nations Unies témoignent ici un soutien sans faille aux initiatives de paix, de cohésion sociale et d'intégration sous-régionale de la CEDEAO. Entouré de ses pairs, le président Julius Maada Bio a rappelé qu'aucun développement ne peut être durable si les conditions sécuritaires restent fragiles et que les fléaux sanitaires ne trouvent de réponse appropriée. Le dépôt logistique de la CEDEAO représente l'investissement de la communauté dans la préparation, la résilience et la sécurité collective. Il comprend deux infrastructures complémentaires. La première, c'est le bâtiment administratif et de maintenance qui servira de hub opérationnel pour la planification, la logistique, l'entretien des équipements, mais également l'appui aux missions. Le deuxième bâtiment, c'est le bâtiment de la formation qui contient des logements modernes à l'état de l'art, j'allais dire. Ici, le personnel militaire, la police, les civils et le personnel humanitaire à travers l'Afrique de l'Ouest vont se former ensemble, échanger des expertises, renforcer leur partenariat ainsi que leurs capacités professionnelles, lesquelles permettent à la CEDEAO de répondre efficacement aux défis évolutifs qui interpellent notre région. Il reste donc convaincu que l'avenir se prépare dans l'action. Avant la mise en service du dépôt logistique, le Centre international des conférences Julius Maada Bio a été inauguré, signe que la Sierra Leone laisse derrière elle son passé douloureux de guerre civile et est disposée à réunir des hommes et femmes de tous bords pour réfléchir sur le développement et le bien-être des nations et des peuples. Le président Maada Bio l'a si bien souligné que la Sierra Leone est disposée à accueillir le monde. Une nouvelle convention collective interprofessionnelle va régir désormais les relations entre employeurs et employés au Togo, composée de 15 titres et de 74 articles. Ce document, encore méconnu de nombreux acteurs, a fait l'objet d'une série d'échanges cette semaine. Komupoyodi. Ce document, nouvelle convention collective interprofessionnelle d'un peu plus de 110 pages, va désormais servir de cadre de référence pour un nouveau départ des relations entre employeurs et employés au Togo.
Avec ces innovations, ce document va permettre de renforcer le cadre juridique en matière du travail. En vigueur depuis le 20 mai 2026, il reste encore méconnu. L'Association togolaise des gestionnaires des ressources humaines en fait un souci majeur. En tant que gestionnaire des ressources humaines, nous sommes garants de la conformité sociale au sein de nos entreprises. Conformité sociale en conseillant, en accompagnant les employeurs à appliquer les tests convenablement. Conformité sociale en accompagnant les salariés à s'aligner et en s'entendre pour un climat social plus apaisé. Aujourd'hui, il est de bon ton que nous puissions comprendre, connaître et analyser ensemble avec les inspecteurs du travail qui ont été mandatés pour nous accompagner les innovations majeures de ce document-là, de sorte à en savoir davantage et à pouvoir l'utiliser convenablement. C'est pour que tout le monde soit au même niveau d'information. En ce moment, la communication est plus facile. Cette convention collective interprofessionnelle dite nouvelle en 74 articles et 15 titres est le résultat d'une touche particulière faite à celle de 2011. L'école africaine des métiers de l'architecture et de l'urbanisme EYAMO célèbre ses 50 années au service de la formation des architectes, urbanistes et gestionnaires urbains africains. Plusieurs activités marqueront ce cinquantenaire en octobre et novembre prochain. Le bilan, les perspectives et le programme des festivités ont été présentés vendredi lors d'une conférence de presse au siège de cette institution panafricaine à Lomé. Je vous l'annonçais en titre samedi dernier lors des joutes verbales francophones, édition 2026. Adjoa-Sika Agbour a été sacrée grande oratrice du Togo 2026, mais pas que. Elle est notre invitée du journal du dimanche. Madame Agbour, bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur ce plateau. Merci. Alors comme je l'annonçais tout à l'heure, samedi dernier, vous avez remporté non pas un, ni deux, mais 3 prix, comme c'est affiché sur ce plateau, édition 2026, lors de la 11e édition des joutes verbales francophones. Ce n'est pas trop pour vous, ces 3 prix? Non, je ne dirais pas que c'est trop. Parce que le samedi dernier, je montais sur le podium avec une seule ambition, celle de transmettre le message que j'avais à transmettre avec conviction, impact et honnêteté. Donc je vois ces prix comme la récompense directe du travail acharné que j'ai eu à fournir. D'accord. Alors avant de poursuivre cet entretien, nous allons revivre un peu les temps forts de votre prestation et pour toutes ces personnes qui ont raté la prestation, de voir de quoi s'agit-il et puis qu'est-ce qui a mérité ces 3 prix. On regarde cet extrait et puis on revient juste après. De bâtir ensemble, ici et maintenant, une république plus forte, plus juste, plus innovante, plus prospère, la République nouvelle. Cette république se reposera sur 4 urgences absolues. La première, c'est l'éducation. À l'ère du numérique et de l'intelligence artificielle, notre système éducatif doit se réinventer pour répondre aux exigences du monde de demain. Voilà pourquoi nos filières seront entièrement refondues. Le numérique, l'intelligence artificielle et l'entrepreneuriat seront au cœur de nos programmes. Très chers concitoyens, vous savez, innover, c'est d'abord une question d'accès. Aujourd'hui, selon l'UNESCO, plus de 40% des enfants en milieu rural n'ont pas accès à l'éducation. Comment parler d'innovation si la majeure partie de nos enfants qui vivent dans les zones reculées n'ont pas accès à une école? Une république où chaque femme sera à sa place et où aucune de nos filles ne sortira dans la rue en ayant peur. Madame Agbo, là c'est vous à l'écran, on vous voit parfaitement à l'aise. Comment parvient-on à gérer son stress face à un public aussi nombreux? Bon, derrière l'écran, on a l'impression que c'est totalement facile, oui. Mais le stress, on n'arrive jamais à le dompter ou bien à le vaincre. Il faut juste apprendre à vivre avec. Moi, j'ai une technique simple que j'utilise, c'est que tout d'abord, qu'est-ce que je fais? Je respire. J'inspire, j'expire. Après, je me concentre sur l'impact que je veux transmettre à travers le message. Et enfin, je m'accorde un sourire, un petit sourire comme ça face au public. Et c'est ce sourire-là qui est
l'élément déclencheur qui transforme mon stress en énergie. Et c'est parti. Alors justement, à cet instant précis, est-ce que le sourire il est vrai ou pas? Bon, est-ce qu'il est vrai? Est-ce qu'il est faux? Je ne saurais le dire. Alors, voilà. bâtir la République nouvelle, c'était la thématique de la soirée, la thématique générale. Ensuite, a suivi le débat présidentiel. Et vous avez choisi de parler de l'innovation. Pourquoi ce choix? D'accord. Déjà, bâtir la République nouvelle exigeait une certaine rupture avec les anciennes formules. Parce qu'on ne peut pas bâtir la République de demain en se posant sur les anciennes formules. Et moi, j'ai décidé d'axer mon argumentation sur l'innovation, parce que lorsqu'on parle d'innovation, on ne parle pas que de nouvelles réformes. Dans moi, mon cas, j'ai pris l'innovation comme une manière pour l'État de se réinventer dans sa gouvernance et la manière de l'État d'ouvrir les portes à la jeunesse. Parce qu'aujourd'hui, la jeunesse ne veut plus seulement être héritière d'un système passé. Elle veut également participer à la refondation de la République qu'elle veut avoir demain. Donc, moi, j'ai pris l'innovation sur ce point parce qu'il ne s'agit pas que de technologie, mais aussi du social, de l'économie, du politique, du managérial et de tout ce qui va avec. Alors, justement, parlons de ce choix. Est-ce que ce choix vous a justement permis de remporter ces 3 prix, selon vous? Je pense. Je pense. D'accord. Alors, aidez-moi avec ces prix. Sur ce plateau, on a 3 prix. Oui. Le prix Grande Oratrice, aidez-moi, oui. Et lequel encore? Le prix de la meilleure actrice du Togo. Voilà. Lauréate Voix d'ébène pour l'excellence féminine et le prix Voix du commun. D'accord. Alors, comment les participants, vos concurrents, comment ont-ils réagi quand ils ont su que vous avez remporté 3 prix? Bon, mes frères de cœur, ils l'ont pris avec une élégance et un fair play extraordinaire, si je peux le dire comme ça. Parce que sur la scène, nous sommes des adversaires, mais en dehors, nous sommes une famille. C'est aussi ça, les joutes verbales francophones. Une plateforme qui révèle l'excellence de la jeunesse, mais qui crée un cadre familial pour que chaque jeune puisse se retrouver au sein d'un cocon. Donc, ils l'ont pris avec fair play. D'accord. Alors, à l'issue de cette compétition, Madame Agbo, quelles sont les compétences que vous avez acquises? J'ai développé l'estime que j'avais pour moi-même. J'ai développé l'écoute active et surtout la capacité à réfléchir sous pression. Parce qu'il fallait écouter mes adversaires et répondre dans un temps imparti. Et je ne sais pas si c'est une compétence, mais j'ai quand même développé quelque chose, c'est que j'ai appris encore plus de choses sur mon pays à travers les recherches que j'ai eu à faire. Il y avait des choses que j'ignorais, mais grâce au JVF, je les ai découvertes et voilà. D'accord. Alors comme vous, il y a, disons, une panoplie de jeunes filles également qui aimeraient participer à ce concours. Il y a plein d'autres concours et voir que c'est possible pour vous également. Elles vont se dire c'est possible pour nous également. Un message à l'endroit de ces filles? Je n'ai qu'une seule chose à dire. Et des garçons aussi, et pourquoi pas? Aux jeunes filles comme moi, c'est d'oser. Ne vous posez pas de limites. Même si vous avez des limites, osez les franchir parce que c'est au-delà des limites qu'on découvre la meilleure version de soi-même. Et à chacun de mes frères citoyens, citoyennes togolaises, la République que nous voulons demain, c'est aujourd'hui que nous allons la bâtir. Et c'est parce que nous devons que nous pouvons. Donc je vous invite à ne pas nous laisser aller à l'absentéisme et à mettre la main à la pâte pour ensemble bâtir cette belle République que nous voulons avoir demain. Merci beaucoup, Madame Agbo, et puis merci d'être passée sur ce plateau. Place à présent à l'actualité internationale. Longtemps considérée comme un fléau au Bénin, la jacinthe d'eau est devenue une ressource précieuse dans la cité lacustre de Soava. Depuis plus de 10 ans, une ONG la transforme en biogaz et en compost. Regardez. Merci. À perte de vue, un fléau écologique qui chaque année, pendant plus de 3 mois, envahit la cité lacustre de Soava. Cette plante aquatique flottante se multiplie à une vitesse fulgurante, étouffe les plans d'eau, bloque la circulation des pirogues et rend difficile la pêche, activité vitale des habitants. Quand nous sommes au moment fort de la jacinthe, notre premier souci, c'est ne pas avoir l'espace. Sinon, c'est sur l'espace, le pêcheur peut pêcher. Si la jacinthe encombre l'espace, nous ne pêchons pas. Pendant cette période critique, la commune perd jusqu'à 30% de ses pêcheurs, contraints de migrer vers le Nigeria ou les zones continentales du Bénin pour chercher du travail. Face à cette situation, GVEV a misé sur la valorisation de la plante. Des groupes de femmes ont été formés pour ramasser la jacinthe d'eau et la transformer en ressource utile.
Quand c'est la saison de la jacinthe, on va sur l'eau pour les couper à la racine. On les lave bien, puis on les fait sécher au soleil. Pour le moment, on n'a pas encore d'endroit pour les faire sécher, mais on essaye de trouver la terrasse d'un ami ou d'un parent pour cela. Les tiges riches en matière organique servent d'abord à la fabrication de compost naturel. D'autres sont séchées pendant plus de 3 semaines avant d'être transformées en briquettes de charbon ou en allume-feu. Enfin, elles sont réutilisées dans la vannerie traditionnelle, un savoir-faire transmis à plus de 600 femmes formées par l'ONG. Je voyais les gens transformer les jacinthes et ça m'a plu. Heureusement, j'ai eu la chance d'être formée. Au début, c'était un peu difficile. Regardez, c'est un protège-thermos que je fais là. Le plus important, c'est d'être concentré et de bien réfléchir pendant la confection d'un objet. À ce jour, plus de 1250 emplois verts ont vu le jour grâce à la valorisation de la jacinthe d'eau. Et l'organisation ne compte pas s'arrêter là. Des boutiques ouvriront dans les prochaines semaines pour permettre aux femmes formées de commercialiser leurs produits issus. Direction la Tunisie qui est frappée par une vague de chaleur exceptionnellement intense. Des records enregistrés dans plusieurs régions vendredi avec des températures avoisinant les 50 degrés Celsius, bien au-dessus des normales saisonnières. Reportage. La Tunisie, frappée par une vague de chaleur exceptionnellement intense. Des records ont été battus dans plusieurs régions ce vendredi, avec des températures avoisinant les 50 degrés, bien supérieures aux normales saisonnières. Samedi, l'Institut national de la météorologie a placé 21 gouvernorats en alerte maximale. Le gouvernorat de Kairouan, au centre du pays, a enregistré 49,7 degrés, dépassant ainsi son précédent record de 49,2 degrés. Dans le gouvernorat de Zagouan, au nord-est, la température a atteint 48,6 contre 48 pour le précédent record. Les autorités météorologiques et sanitaires exhortent les citoyens à prendre des précautions, notamment à limiter les déplacements non essentiels pendant les heures les plus chaudes de la journée et aussi à éviter une exposition prolongée au soleil tout en s'hydratant régulièrement. Depuis la mi-juillet, des délestages qui durent plusieurs heures se répandent sur tout le territoire, perturbant ainsi l'activité économique. Avec ses 12 millions d'habitants, la Tunisie est confrontée à une multiplication des épisodes caniculaires estivaux depuis plusieurs années. Le pays est particulièrement vulnérable au changement climatique. Et comme chaque dimanche, elle est là pour sa rubrique Vue sur le net. On y va avec le générique. Bonjour également ou à tous les inconditionnels de Vue sur le net. Et très heureux de te recevoir également sur ce plateau. Nous démarrons Vue sur le net de ce dimanche par cette information qui émerveille Nada. À seulement 15 ans, une jeune Africaine fabrique des serviettes hygiéniques avec des matières agricoles. Dis-nous tout. Tu l'as dit, Giovanni, cette idée portée par la jeune Nigériane fascine. Son innovation consiste à transformer des matières agricoles en matières premières destinées à la fabrication de serviettes hygiéniques. Une solution capable de répondre à la fois aux enjeux environnementaux et aux questions de santé et de sécurité des femmes. Les détails dans la vidéo qui suit. Raima Walpenti récupère des épluchures de manioc, des feuilles de bananier et de maïs pour les transformer en protection hygiénique biodégradable. Une innovation qui répond à 2 grandes problématiques. La première, c'est que les serviettes classiques contiennent jusqu'à 90% de plastique et mettent des siècles à disparaître. Et près de 500 millions de personnes dans le monde n'ont toujours pas accès à des protections menstruelles sûres et abordables. Son idée, transformer un déchet qui ne vaut rien en une matière première capable de répondre à ces 2 enjeux. Aujourd'hui, son projet Pantipads fait déjà partie des 35 finalistes du prix de la planète Terre 2026 qui récompense les innovations environnementales les plus prometteuses portées par des jeunes. À 15 ans, Raima Walpenti n'a pas seulement résolu un problème, elle a transformé ce que tout le monde jetait en une solution qui pourrait améliorer le quotidien de millions de personnes. Moi j'ai une question, est-ce que cette innovation répond aux normes en vigueur? Pour le moment, aucune certification n'est donnée à ce produit. D'ailleurs, quitte à chaque femme d'effectuer ses propres recherches avant de porter un choix sur sa serviette hygiénique. Justement. Alors nous partons pour la Côte d'Ivoire, une pétition souhaitant l'autorisation pour les élèves de conserver leurs cheveux naturels à l'école connaît un important écho sur les réseaux sociaux. Et elle compte déjà plus de 40 000 signatures. Et elle porte
un soutien venu de certains parents, de certains acteurs de la société civile et bien évidemment de certains élèves. Mais que contient concrètement cette pétition qui fait d'ailleurs parler d'elle sur la toile? Regardez. Le 6 juillet 2026, une pétition anonyme intitulée « Autorisation pour la garde des cheveux naturels à l'école » a été publiée sur change.org. On peut y lire. Nous, élèves, parents et citoyens ivoiriens, demandons respectueusement au ministère de l'Éducation nationale de revoir le règlement qui impose aux élèves de couper leurs cheveux naturels. Les auteurs anonymes de la pétition précisent: nous comprenons l'importance de la discipline, de l'hygiène et d'une bonne présentation à l'école. Les cheveux naturels font partie de l'identité, de la culture et de l'estime de soi de nombreux élèves. Ils demandent donc que les élèves puissent conserver leurs cheveux naturels à condition qu'ils soient soignés et respectent des règles de propreté. Les cheveux naturels, lorsqu'ils sont propres, bien entretenus et attachés si nécessaire, ne nuisent ni à l'apprentissage ni au respect des règles scolaires. Les auteurs de la pétition souhaitent également l'ouverture d'un dialogue entre les autorités, les parents et les élèves sur cette question. Alors moi j'ai envie de savoir, Nada, est-ce que tout le monde est pour cette pétition? Bien sûr que non, Giovanni. Dans les commentaires, certains pensent plutôt qu'il faudrait lancer une pétition pour l'obtention de bourses internationales pour les élèves. D'autres choses plus importantes quoi, de façon Exactement, générale. exactement. Alors, et pour finir, un mannequin britannique décide d'améliorer sa dentition, mais finalement est déçu du résultat. Très mal même. Hein? Jack James, c'est le nom de ce mannequin britannique. Complexé par sa dentition, il pensait pouvoir faire une bonne affaire en se rendant dans un hôpital à Istanbul pour se faire poser des facettes dentaires. Ceci pour un coût de 3 500 €. Son objectif, obtenir un sourire parfait lors de ses shootings professionnels à moindre coût. Mais malheureusement pour lui, rien ne s'est passé comme prévu. Tout a tourné au vinaigre. Et si on regardait? Regardons. Quelques mois plus tard, Jack commence à souffrir de graves saignements des gencives, d'une infection et d'une haleine épouvantable. De retour en Angleterre, une consultation médicale lui révèle l'horrible vérité. Ses dents naturelles ont été excessivement taillées et limées. Une fois les facettes temporairement retirées, il découvre avec effroi qu'il ressemble à un requin. Contraint de retourner en Turquie pour tenter de réparer les dégâts, il doit débourser plus de 5 000 € supplémentaires. Aujourd'hui, le jeune mannequin regrette amèrement son choix et avoue avoir parfois envie de s'arracher toutes les dents. Il lance désormais un cri d'alarme contre les dangers du tourisme dentaire à bas coût. Heureusement, pas de chance pour Jack James. Et comme on dit, le moins cher coûte cher. Dit-on souvent. Ce sera tout pour l'actualité vue sur le net. Merci beaucoup Nada. C'était un plaisir. Et on se dit à dimanche prochain. Au revoir. Économie poursuivre. Cette semaine, 5 nouveaux accords de financement ont été signés entre le Togo et le groupe de la Banque mondiale. Un partenariat qui mobilise plusieurs millions de dollars américains destinés à soutenir les projets de développement inscrits dans la nouvelle feuille de route gouvernementale 2026-2031 et la vision Togo 2040. Nada Ibrahim. 429 millions de dollars américains, soit près de 257,4 milliards de francs CFA. C'est à ce montant que se chiffrent les 5 nouveaux accords de financement entre le Togo et le groupe de la Banque mondiale. De façon concrète, ces ressources seront éjectées dans des secteurs clés de transformation profonde du pays, notamment l'électricité et l'énergie, l'identification des citoyens, la modernisation des infrastructures de transport et de logistique, la protection sociale accrue des citoyens et la mutation durable de l'agriculture. Autant de projets et d'investissements qui sont une contribution directe, stratégique et efficace à l'amélioration des conditions de vie des populations. Sous le leadership de son Excellence M. Faure Sozima Gnassingbé, président du Conseil, les accords que nous avons signés viennent précisément financer chacun de ces 3 axes. Au titre de l'axe protégé, 2 projets régionaux mobilisent un montant combiné de 140 millions de dollars. Il s'agit du projet de promotion de l'intégration des marchés de l'électricité par le gaz et du programme du marché régional de l'électricité d'Afrique de l'Ouest. Au titre de l'axe rassemblé, le projet additionnel du projet d'identification unique rapprochera l'État des citoyens en garantissant à chacun une identité juridique sécurisée. De même, le financement additionnel du projet COSO
109 millions de dollars. Et enfin, au titre de l'axe transformé, le programme d'amélioration des systèmes logistiques et de transport, 200 millions de dollars. De son côté, le groupe de la Banque mondiale réaffirme son engagement à accompagner le Togo dans la réalisation de ses projets prioritaires. Ceci avec une incidence sur la question de l'employabilité. À la Banque mondiale, nous croyons que l'emploi, elle permet de faire sortir les gens de la pauvreté, et l'emploi également donne de l'espoir, la dignité. Avec ces nouveaux financements, le portefeuille des projets de la Banque mondiale au Togo continue de s'étoffer. Au terme de l'année fiscale 2026, close au 30 juin, c'est plus de 2 milliards de dollars américains de financement qui accompagnent le développement du pays. L'enjeu, désormais, est de traduire ces engagements en réalisations concrètes afin que les populations bénéficient pleinement des retombées de ces investissements. Le ministère de l'Environnement a renforcé cette semaine les capacités des acteurs nationaux en matière de montage de projets conformes aux standards internationaux. L'objectif est de développer davantage les projets bancables susceptibles de mobiliser des financements auprès des fonds internationaux consacrés au climat et à la biodiversité. Nada Ibrahim. Climatique bien conçu, structuré et conforme aux standards internationaux a davantage de chances d'être financé. Le ministère en charge de l'environnement l'a compris et c'est tout l'enjeu de cette formation sur les financements climat et biodiversité organisée à travers l'Office de développement et d'exploitation des forêts ODEF. Les acteurs nationaux du secteur environnemental et climatique seront outillés aux meilleures techniques d'élaboration des projets climatiques conformément aux normes internationales pour facilement coopter des financements. Toutes les conventions aujourd'hui, que ce soit en matière de lutte contre les changements climatiques, en matière de conservation de la biodiversité, ces conventions ont compris qu'il faut des mécanismes. Et ces mécanismes devraient permettre aux pays de pouvoir accéder facilement donc, au financement. Il faut que les pays puissent répondre à un certain nombre de critères. Et donc, pour pouvoir le faire, il faut des formations. Alors l'enjeu de cet atelier aujourd'hui, c'est vraiment de pouvoir disposer d'un pool d'experts au niveau national qui disposent des capacités, des compétences pour pouvoir élaborer des projets bancables, des projets qui peuvent répondre aux exigences donc de tous ces financements innovants qui ont été mis en place. L'ODEF est aujourd'hui une structure accréditée et donc se veut un canal par excellence pour soumettre les projets environnementaux. L'ODEF, nous avons tout fait pour être accrédité. Quand on dit qu'une institution est accréditée, c'est un élément de taille, c'est une avancée notable pour notre pays, puisque nous avons maintenant la capacité de recevoir les projets que les communautés peuvent élaborer, les collectivités territoriales peuvent élaborer, les ONG peuvent élaborer, et à travers donc, ces projets, donc à travers notre institution, ils peuvent soumettre, nous pouvons soumettre maintenant ces projets-là donc, pour le financement, que ce soit pour le fonds d'adaptation, pour le fonds vert climat. L'Organisation internationale de la francophonie, OIF, soutient le ministère de l'Environnement dans ce projet de renforcement des capacités pour l'accès au financement climat et biodiversité. Venus de toutes les régions du pays, les membres des organisations de producteurs du réseau national des femmes agricultrices du Togo se sont retrouvés à Sokodé. L'idée est de faire le bilan du projet d'appui à la consolidation des acquis des organisations professionnelles féminines agricoles, tirer des leçons de sa mise en œuvre et renforcer leurs activités. Désiré Aloy. À Sokodé, les femmes des organisations de producteurs forestiers et agricoles OPFA, membres du réseau national des femmes agricultrices du Togo, RENAFAT, font le bilan du projet appui à la consolidation des acquis des OPFA féminines appuyés dans le cadre du mécanisme forêt paysan au Togo. Il s'agit d'une évaluation des résultats obtenus par les bénéficiaires. Avec l'accompagnement du projet de la FAO, Mécanisme forêt paysan, RENAFAT a pu accompagner les femmes à améliorer le processus de transformation des produits agricoles à travers la construction des unités de transformation, des formations et accompagner les femmes à analyser leurs produits.
et cela leur a permis aujourd'hui d'améliorer leur chiffre d'affaires. Au jour d'aujourd'hui, elles sont satisfaites, elles arrivent à former d'autres femmes. Nous remercions la FAO pour cet accompagnement. L'Escopresa et Celle de Terre font partie des organisations bénéficiaires de ce projet innovant. Nous sommes dans la production et la valorisation de la patate douce à chair orange. Nous avons bénéficié d'un forage, la construction d'une unité de production et l'octroi également des machines adéquates pour la transformation. Nous avons reçu des formations sur l'hygiène et la qualité, bénéficier des plans pour le reboisement. Nous sommes tellement fiers. Avant, on était dans un mois 1 tonne de gari, mais avec l'appui, aujourd'hui, nous sommes dans les 3-4 tonnes par mois. Ils nous ont appuyés par un tricycle, mais aujourd'hui, la coopérative a 2 tricycles. Depuis 2019, la phase 2 du mécanisme a mobilisé plus de 2,2 milliards de francs CFA au profit des partenaires sur le terrain. Un accompagnement concret pour booster leur activité et accroître leur chiffre d'affaires. L'exercice d'aujourd'hui nous permet de dresser le bilan. On est satisfait dans la mesure où quand nous allons sur le terrain, aujourd'hui grâce à l'appui du FFF, nos mamans ont construit des unités de transformation qu'elles n'avaient pas contribué à la restauration des paysages forestiers, organiser des sessions de plaidoyer, de leadership. Ceci est un acquis. Cette rencontre bilan a permis aux organisations de partager les bonnes pratiques de production et de transformation des produits afin d'être davantage plus compétitives. Ils sont désormais prêts à mettre leurs compétences au service du développement des villes africaines. 50 nouveaux architectes, urbanistes et gestionnaires urbains ont reçu leur diplôme vendredi à l'occasion de la cérémonie annuelle de clôture du grand jury des diplômes de l'EAMO, une étape qui marque le début de leur carrière professionnelle. Nada Ibrahim. Les couleurs de 15 nations africaines flottent dans la salle, tandis que l'hymne de l'école africaine des métiers de l'architecture et de l'urbanisme EAMO est repris à l'unisson. Une ambiance solennelle et empreinte de fierté marque l'ouverture de la cérémonie. Le grand jury des diplômes 2026 est officiellement lancé. 150 étudiants en master issus des 3 filières de l'école sont proclamés admis. Chacun reçoit son parchemin, symbole de l'aboutissement de plusieurs années de formation et de son aptitude à exercer les métiers d'architecte, d'urbaniste ou de gestionnaire urbain. Je suis très heureux, fier de moi, fier de mon école, fier de ma promotion, fier de notre travail. Je suis aussi fier de mes parents qui m'ont toujours soutenu. Maintenant, je suis architecte confirmé ivoirien, diplômé d'un master en architecture. Dans le futur, j'aimerais bien commencer par travailler, continuer en doctorat. L'excellence, l'originalité et l'innovation des travaux réalisés par les étudiants les plus méritants sont récompensés à travers plusieurs distinctions. J'ai eu le prix du meilleur élève en gestion urbaine, meilleur élève de ma promotion. C'est un ordinateur portable de dernière génération. J'ai également reçu le prix du meilleur travail personnel de fin d'études en gestion urbaine. C'est un chèque d'une valeur de 500 000 francs. J'ai reçu le prix de l'excellence féminine, meilleur projet TPFE féminin et celui du meilleur projet patrimoine culturel. Mon thème était proposition d'un musée du Sahel dans la ville de Bobo-Dioulasso au Burkina Faso. Le directeur général de l'EAMO félicite les nouveaux diplômés et rappelle la mission de l'institution, former des cadres de haut niveau capables d'accompagner les transformations urbaines et architecturales du continent africain. Partout où vous exercerez, soyez des professionnels compétents. L'EAMO poursuivra avec détermination sa mission de formation afin de renforcer son rôle de pôle d'excellence au service du développement urbain des États membres et d'ailleurs. La cérémonie est également l'occasion pour l'EAMO de témoigner sa reconnaissance à ses partenaires techniques et financiers ainsi qu'à ses donateurs.
En guise de gratitude pour leur accompagnement, des distinctions honorifiques leur sont remises. Rato pour l'actualité de votre journal du dimanche. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci de votre confiance. Bon après-midi à toutes et à tous.